Comment est-ce que certaines marques ou certains leaders arrivent à créer une communauté si fidèle qu'elle finit par ressembler à une secte? Aujourd'hui, on va décortiquer la formule de ce pouvoir, en s'appuyant sur un des chapitres les plus provocateurs du fameux livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. En fait, tout part de là, de ce constat fondamental. C'est ce besoin presque vital qu'on a de croire. Et c'est cette vulnérabilité, en quelque sorte, qui rend toute la formule possible. C'est le terrain fertile sur lequel tout le reste va pouvoir pousser. On y est, c'est la fameuse loi numéro 27. Elle pose les bases d'un processus en 5 étapes, qui a été perfectionné au fil des siècles par ce que Greene appelle les charlatans. Bon, notre but ici, ce n'est pas de porter un jugement, mais bien de décortiquer la mécanique brute du pouvoir. Alors attention, ces 5 étapes ne sont pas juste une liste à cocher. Non, elles forment un système redoutable, un engrenage conçu pour attirer, retenir et mobiliser un groupe. On va les analyser une par une. La toute première étape, c'est d'attirer l'attention, mais pas de manière frontale, avec des faits clairs et nets. Non, l'outil principal ici, c'est le langage. Un langage qui promet beaucoup, tout en restant volontairement très ambigu. La tactique est subtile. On promet la lune, une transformation radicale, le succès garanti, en utilisant des mots qui sonnent bien, comme harmonie, potentiel, mais qui, au fond, ne veulent rien dire de concret. Inventer son propre jargon, c'est encore mieux. Ça donne une illusion de savoir, d'être un initié. Et surtout, la simplification est la clé. Face à un monde compliqué, une promesse simple, c'est incroyablement attirant. Ce flou, il protège. Sans promesse précise, il n'y a pas d'échec qu'on puisse vérifier. Bon, une fois qu'on a capté l'attention, 2 dangers apparaissent, l'ennui et le scepticisme. Pour contrer ça, on passe des mots à l'expérience. L'objectif, c'est de submerger les sens pour, en quelque sorte, court-circuiter la pensée rationnelle. Mais pourquoi tout ce déploiement de luxe et de spectacle? En fait, le luxe autour du leader, ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est une preuve visuelle que sa méthode fonctionne. Le spectacle, les lumières, la musique, tout ça crée une surcharge sensorielle qui empêche de prendre du recul. L'utilisation de technologies ou de graphiques compliqués donne une impression de science, de modernité, même si le fond est complètement creux. Le but, c'est de faire ressentir, pas de faire réfléchir. Cette citation de Machiavel, elle vient des sources et elle nous rappelle que cette stratégie n'a absolument rien de nouveau. L'importance des apparences, c'est une constante dans les jeux de pouvoir. Le spectacle emporte presque toujours sur la substance. Une fois que le groupe est captivé, il faut l'organiser pour qu'il tienne dans la durée. Et pour ça, la méthode la plus efficace, c'est d'aller piocher dans des structures qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires, celle de la religion. Et là, la différence est fondamentale. Un dictateur, il impose sa volonté par la force, ce qui finit toujours par créer de la résistance. Le prophète ou le gourou, lui, est beaucoup plus malin. Il dissimule son pouvoir. Il ne commande pas. Il guide. Il n'inspire pas la peur, mais l'espoir d'autre chose, d'une élévation. C'est une forme de pouvoir beaucoup plus subtile et durable. Concrètement, ça passe par plusieurs choses. Les rituels, ça crée un sentiment d'appartenance, une habitude. Une hiérarchie, avec des titres qui en jettent, ça donne un statut, un but. Les sacrifices, qu'ils soient financiers ou en temps, ça renforce l'engagement. Plus on investit dans quelque chose, plus on a besoin de croire que ça en vaut la peine. Et enfin, l'attitude de prophète place le leader au-dessus des simples mortels. C'est la question clé, évidemment. Un groupe a besoin d'argent pour survivre et d'un sentiment de cohésion pour ne pas exploser. Et ça nous amène directement aux 2 dernières étapes qui sont absolument cruciales pour consolider le pouvoir. Ces 2 dernières étapes, elles fonctionnent ensemble, main dans la main. Elles sécurisent les fondations matérielles du mouvement, tout en renforçant son identité psychologique. Alors, pour l'argent, la règle d'or est de ne jamais avoir l'air d'en vouloir. Le leader doit sembler désintéressé. Sa richesse, c'est juste une conséquence naturelle de ses enseignements, la preuve vivante que ça marche. Les fidèles, en donnant leur argent, ont l'impression d'investir dans leur propre succès. Et en parallèle, rien n'unit plus un groupe qu'un bon ennemi commun. Qu'il soit réel ou inventé, cet ennemi permet de balayer d'un revers de main toute critique extérieure. Quelqu'un doute? Il fait partie des autres, des jaloux. C'est un bouclier psychologique ultra efficace. Voilà, on a vu les 5 étapes. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça fonctionne si bien? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la psychologie de la foule, qui est bien plus sensible à ces tactiques qu'un individu tout seul. C'est vraiment le cœur du réacteur. Seul, on peut rester sceptique, analyser froidement les choses. Mais au milieu d'un groupe, l'émotion collective prend le dessus. L'enthousiasme des autres devient contagieux et douter devient inconfortable, presque une trahison. La chaleur du groupe submerge la raison individuelle. Cette métaphore de l'aimant, tirée du livre, elle est juste parfaite. Le leader, c'est l'aimant de départ. Il n'a pas besoin de forcer les gens. Sa force d'attraction invisible, son charisme, ses promesses, attirent les premiers individus. Et ces individus, à leur tour, deviennent magnétisés et commencent à attirer les autres. Le champ magnétique grandit de façon exponentielle. Et voilà l'aboutissement de toute la stratégie. Le pouvoir n'est plus une question de contrainte, mais d'attraction.
Une fois que le groupe est formé, soudé par les rituels, l'ennemi commun et l'émotion collective, il devient incroyablement résistant à toute influence extérieure. On termine avec cette citation. Elle est dure, c'est vrai, mais elle résume de manière assez saisissante la dynamique qu'on vient de décrire. Et elle nous pousse à réfléchir sur la nature de la croyance et la psychologie des foules. La question qui reste, c'est où s'arrête l'influence et où commence la manipulation ?